Bonjour, mon nom est Chantal Larivière. Je suis enseignante franco-ontarienne et je suis aussi une maman québécoise de 3 filles. Je suis ici en présence de Anne Gillet-Moffett et nous désirons dénoncer la démarche entourant le nouveau programme du cycle 4 à 5 ans. Je suis Anne Gillet-Moffett. J'ai travaillé toute ma vie avec et pour les enfants et je continue. J'ai une maîtrise en éducation préscolaire. J'ai enseigné en technique d'éducation à l'enfance pendant 5-6 ans et j'ai donné le cours Fondement et organisation des maternelles pendant 10 ans à l'UQO. J'ai aussi 9 petits-enfants charmants qui ont été dans notre système public. C'est dans cette capacité que je veux témoigner. Pourquoi contestez-vous le nouveau programme des maternelles? Je veux d'abord dire que je ne conteste pas l'ensemble du programme, seulement les modifications faites unilatéralement par Madame Brodeur à propos de la lecture, d'abord, à savoir la connaissance de la plupart des lettres et des lettres de l'alphabet en majuscule et en minuscule, et le nom et le son des lettres, et l'introduction de mesures de prévention universelles et ciblées. Pour comprendre la situation, il faut savoir que le ministère de l'Éducation a mandaté un comité en 2018, comité qui a été présidé par Madame Brodeur. Après 1 an de travail collectif positif, ils ont accouché, si je peux dire, d'une version en novembre 2019. Après un consensus, quelle ne fut pas leur surprise de voir apparaître une nouvelle version en mai 2020, dans laquelle Madame Brodeur avait, à leur insu, ajouté des changements significatifs, puis d'apprendre que le ministre Roberge avait accepté ces changements. Mais pourquoi ces ajouts vous dérangent tant? Cela me dérange parce que c'est contraire à l'esprit du programme tel que conçu démocratiquement par ce comité. Ça en change les orientations et les intentions. Ça devient un programme basé sur la matière plutôt qu'un programme intégral de développement. C'est un changement de cap important qui va avoir des impacts énormes sur les pratiques. De quel impact parlez-vous? On sait que l'idée que l'enseignante se fait de l'enfant va déterminer toutes ses interventions. Moi, je crois en un enfant compétent à sa manière, sociable, joueur, curieux, qui va progresser, s'épanouir et même transformer sa trajectoire s'il est dans des bonnes conditions, c'est-à-dire sous le regard bienveillant, attentif des adultes et dans un environnement émotionnellement sécuritaire et stimulant. Madame Brodeur, elle voit les enfants de 4 ans comme des futurs décrocheurs potentiels qu'il faut mettre vite sur le droit chemin. C'est une vision déficitaire de l'enfant. Plus comptable, on cherche en fait ses faiblesses au lieu de tabler sur ses forces. Il s'agit de 2 visions opposées de l'enfant et donc de l'éducation qui sont incompatibles et qui ne peuvent pas cohabiter dans un même programme. L'une est basée sur l'écoute des enfants, leurs théories, leurs pensées, leurs intérêts, leurs préoccupations. L'autre sur l'agenda de l'adulte. Dans la première, on conçoit les activités et situations en fonction de nos observations. On profite des moments spontanés, si riches pédagogiquement et au niveau humain. Les enfants peuvent faire des choix. On fait des liens entre les activités. Dans la seconde, les éléments à apprendre sont prédéterminés, séquentiels et obligatoires. Les activités sont morcelées, sans contexte significatif et pas de lien non plus avec les vécus des enfants. Le temps y est restreint et, entre parenthèses, cela nuit au fondement de la lecture. Et on ne fait pas de lien entre les activités. On ne peut pas être contre la prévention. Qu'en pensez-vous? Ah, mais c'est dans la manière de définir la prévention
que nous divergeons. Dans la vision développementale, on donne du temps à l'enfant et du soutien pour lui permettre de se développer. On étaye, on encourage, on observe les enfants au jeu et dans leurs projets et on documente leur évolution. Les enseignantes connaissent bien les enfants et sont tout à fait capables d'adapter leurs propositions à leurs capacités, c'est-à-dire agir dans leur zone proximale de développement. Elles sont aussi capables de leur offrir un soutien différencié en fonction de leurs besoins, en collaboration avec les familles et, si c'est nécessaire, de faire appel à d'autres intervenants. Et par rapport à la lecture, c'est important d'initier les enfants à la lecture à la maternelle, n'est-ce pas? Nous voulons tous que les enfants deviennent des bons lecteurs. C'est dans la manière de soutenir l'émergence de l'écrit que nous différons. Dans les maternelles centrées sur l'enfant, les enseignantes conçoivent de façon intentionnelle des expériences autour du langage et de l'écrit, qui amènent progressivement les enfants à devenir des lecteurs qui lisent facilement. Elles stimulent l'intérêt de l'enfant pour l'écrit en créant un environnement favorable, jeux symboliques, conversations authentiques, chansons, comptines, un coin lecture, un coin dessin-écriture, plein de petits papiers de couleurs et intéressants, attirants, et d'outils scripteurs. Des outils scripteurs dans les coins de jeu, de toutes sortes de lettres magnétiques, tampons, puzzles, casse-tête, pardon, etc. Bien sûr, les enfants vont découvrir les lettres, mais à leur rythme. Ils vont les utiliser dans des mots significatifs pour eux. Papa, maman, je t'aime, écrit TME en orthographe rapprochée. Leur prénom, le nom de leur chien. Mais les enfants ont besoin d'acquérir beaucoup d'autres habiletés que les lettres. Les notions spatiales, les notions temporelles, les composantes d'une histoire, les relations cause à effet, la perspective de l'autre pour faire des références, l'utilisation de symboles, et j'en passe. Ceci s'acquiert à travers la psychomotricité et le jeu. Madame Broder, dont la formation est en éducation spécialisée, milite depuis des années pour l'ajout dans le programme préscolaire de connaître toutes les lettres de l'alphabet, ce qui ouvre la porte à l'enseignement systématique, formel, explicite de la lecture et au kit de dépistage qui les accompagne. Elle insiste beaucoup sur la conscience phonologique qui se prête à toutes sortes d'exercices. Pourtant, il est prouvé que les enfants n'ont pas besoin d'enseignement formel avant l'âge de 6-7 ans, âge auquel ils apprennent à lire plus facilement. Et on sait qu'il n'y a pas de différence à long terme significative dans les résultats en lecture et écriture par rapport aux programmes plus didactiques et les programmes plus axés sur le jeu. D'ailleurs, ceux-là ont une petite avance au niveau de la compréhension. Si cela vous intéresse, vous pourriez consulter l'article de Sogate dans Too Much Too Soon et bien d'autres recherches, évidemment. D'ailleurs, ce type d'enseignement académique peut même nuire à certains enfants, les jeunes garçons et les enfants de milieux défavorisés. Et là, vous pourriez lire Hirsch-Pasek. L'approche prônée par Mme Broder favorise le type de formation et de trousse qu'elle propose déjà dans le milieu et qui se réfère à des études seulement en adaptation scolaire. Elle n'est pas une spécialiste de l'éducation préscolaire. À l'éducation préscolaire, nous sommes en général centrés sur l'enfant en évolution, dans l'ici et maintenant. L'enseignante offre à l'enfant des défis à sa mesure pour qu'il connaisse des réussites et aime l'école. L'approche de Mme Broder est plus axée sur la préparation à l'école, une idée de la maturité scolaire qui favorise l'enseignement de prérequis. Ce type d'enseignement fait beaucoup appel à la répétition
Elle mise sur ses enseignements pour prévenir le décrochage et assurer la réussite scolaire. Mais en fait, les maternelles vont devenir des premières années. Elles le sont presque déjà maintenant. Pourtant, l'enfance est une période particulière, valable en soi. Et à force de trop regarder l'avenir, on en oublie l'enfant qui est devant nous. Qu'en est-il de l'autonomie professionnelle? Dans notre vision, les enseignantes ont le droit, selon la loi de l'instruction publique, d'adapter leur stratégie pédagogique aux enfants qui sont devant elles. Dans l'approche prônée par Mme Brodeur, elles vont se faire imposer des programmes, des méthodes et un matériel didactique. Cela se fait déjà d'ailleurs. On va tendre vers l'uniformisation des pratiques et une certaine hiérarchisation des professions. Ceci est déjà en cours. Les annonces d'outils de prévention en attente d'approbation, même dits facultatifs, me font peur. Qu'est-ce que ces ajouts changent au niveau de la salle de classe? La vision de l'enfant détermine le milieu qu'on va lui fournir. Celui-ci va conditionner en fait ses comportements, sa curiosité, sa motivation et tous ses apprentissages cognitifs et sociaux. Dans la première version, les enfants choisissent, explorent, manipulent des objets concrets, se posent des questions, font des hypothèses, les vérifient, bougent, interagissent et l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Dans la deuxième, les enfants sont plus souvent assis, écoutent et répondent aux questions, ont surtout accès à des sources secondaires et abstraites d'informations et les notions sont décontextualisées et l'erreur est sanctionnée. D'ailleurs, il y a une très grande différence entre des activités dites ludiques et le vrai jeu. Ce portrait que je trace donne une idée des enjeux. Les enfants vont vivre une expérience beaucoup plus scolaire que préscolaire. Ma position est étayée par 50 ans de fréquentation de jeunes enfants, d'études et de lectures sur leur développement. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous savez, moi, ma pédagogie idéale, c'est celle de Reggio Emilia. Et là, on s'en éloigne énormément. Mais qu'est-ce qui vous choque dans le processus de la rédaction et de l'adoption de ce nouveau programme? Il y a eu des irrégularités dans le processus et c'est ça qui me choque. Je le répète, Mme Brodeur, sans consultation aucune avec son comité, a imposé ses objectifs. La connaissance de la plupart des lettres, de l'alphabet et le dépistage à tout prix. Elle se réfère à un seul corpus de recherche, ignorant les voix des autres scientifiques. Plusieurs questions me taraudent. On peut se demander, alors là je les lis parce qu'il y en a trop, pourquoi n'avoir pas respecté le processus démocratique dévolu au comité? Pourquoi avoir outrepassé les commentaires et propositions de ses membres? Pourquoi ne leur avoir pas permis de donner leur avis sur la version du 20 mai? Pourquoi cette préséance à une seule personne, Mme Brodeur? Est-ce que les commentaires et propositions des enseignantes et des enseignants qui ont expérimenté le programme à l'essai ont été entendus? Est-ce que toutes les données de recherche ont été examinées? Est-ce que les avis des experts du développement et d'éducation préscolaire ont été considérés? Est-ce que les recommandations des experts du ministère de l'Éducation engagés dans la rédaction du programme ont été écoutées? Toutes ces questions expliquent la problématique qui entoure l'approbation du programme cycle du préscolaire et justifient d'en suspendre l'approbation et de revenir à la table de dessin. Que le ministre ait entériné cela me chagrine profondément pour les enfants du Québec.